Lorsque nous effectuons une reconstitution faciale, il n'est pas essentiel qu'elle soit fidèle, mais seulement qu'elle donne une idée de ce que la personne avait l'air. Peut-être quelqu'un pourra-t-il la reconnaître. Nous ne faisons généralement une reconstitution de la figure qu'en dernier ressort. Un anthropologue légiste permet l'identification du corps d'une femme dont on n'a jamais déclaré la disparition. Grâce à la reconstitution de son visage, la police procède à l'arrestation du meurtrier. C'est avec acharnement que des enquêteurs tentent d'élucider le cas de la disparition d'une jeune femme à l'aide d'une chemisette déchirée et d'un éclat de plastique. Une mère désespérée qui tente de retrouver ses enfants depuis 2 ans a une lueur d'espoir grâce à une campagne publicitaire, un expert en informatique et une base de données numérique. Chaque jour, de nouvelles personnes sont portées disparues, mais les technologies de pointe combinées au travail de détectives traditionnels permettent de tout mettre en œuvre pour les retrouver. De nos jours, il est devenu pratiquement impossible de disparaître sans laisser de traces. Le 29 avril 1990, on découvrit le premier indice d'un meurtre étrange. Cette enquête débuta grâce à la perspicacité d'un homme qui remarqua une chemisette déchirée, à moitié cachée dans les herbes, et une tache sur la chaussée qui ressemblait à du sang. Le dimanche matin, l'agent Kenny Corcoran avait fait cette étrange découverte près de sa maison, route Smiling Acres, dans le quartier de Tangipahoa, en Louisiane. Il avait immédiatement contacté le détective Chester Pritchett. Arrivé sur les lieux, Pritchett estima que la tache sur la route pouvait provenir d'un chevreuil ou d'un chien happé par une voiture. La chemisette déchirée, par contre, suscitait plus d'inquiétude. Les 2 hommes décidèrent qu'il y avait lieu d'approfondir l'enquête. Avant de quitter la maison ce matin-là, Pritchett avait déjà vérifié si des accidents s'étaient produits la veille ou si on avait rapporté des cas de disparition, mais rien de spécial ne s'était produit. Ce n'est que le mardi suivant qu'il apprit la disparition d'une jeune femme. Sa photo était affichée au palais de justice. Il s'agissait de Rebecca Forbes, une étudiante de 19 ans disparue depuis 48 heures. Elle portait une chemisette blanche qui ressemblait à celle découverte le dimanche précédent. Je vais devoir parler à la famille pour avoir une description de la jeune femme et savoir ce qu'elle portait. Cette disparition, ainsi que la découverte de la chemisette maculée de sang, justifiait amplement l'ouverture d'une enquête. À 18h30, le 28 avril 1990, Rebecca Forbes se trouvait chez elle, à Dedham, en Louisiane, où elle se préparait à partir pour la ville voisine d'Indépendance, où se déroulait un festival italien. Virginia Forbes voyait sa fille pour la dernière fois. Au festival, Rebecca fit la rencontre d'un jeune homme. Ils discutaient et dansaient ensemble peu avant que les amis de Rebecca perdent sa trace. Personne ne se souvenait avoir entendu le nom de l'homme, mais Pritchett espérait que l'un d'eux pourrait l'identifier. Il demanda à l'une des amies de Rebecca de l'aider à reconstituer le visage du suspect grâce à un ingénieux système appelé Identikit. L'Identikit combine plusieurs caractéristiques faciales telles que des nez, bouche, yeux, sourcils, chevelure,
qui sont ajoutés les uns aux autres pour créer un composite. Le résultat est ensuite photographié, puis distribué aux patrouilleurs. L'ami de Rebecca Forbes parvint à identifier l'homme à partir des fichiers de la police. Il s'appelait Kelly Drott. À peine âgé de 20 ans, il avait déjà la réputation d'être un fauteur de troubles. On l'avait arrêté plus d'une fois pour effraction. Bientôt, Pritchett interrogerait Drott pour vérifier sa version des faits au festival. Mais il devait d'abord attendre les résultats des analyses de la chemisette découvertes par Kenny Corcoran. Pritchett avait remis le vêtement à George Skiro et Pat Lane du laboratoire judiciaire de l'État de Louisiane et leur avait demandé d'en tirer ce qu'ils pouvaient. Je l'ai installé et j'ai commencé mon examen préliminaire. C'est elle. Voici la chemisette qu'ils ont trouvée sur la route devant la maison de l'agent. Cette chemisette découverte sur Smiling Acres était une énigme. Il y avait quelque chose qui ressemblait à du sang dessus, mais nous ignorions si c'était lié à un crime quelconque. Nous avions la photo d'une jeune fille disparue qui portait une chemisette identique, mais nous ne savions pas si c'était exactement la même. L'examen de Skiro débuta par une observation de l'état du vêtement. Il se mit à la recherche d'indices tels que des cheveux, des fibres ou toute autre matière qui aurait pu y adhérer. Nous pouvons savoir s'il y a eu des larmes, des trous causés par balles, des coups de couteau, des boutons arrachés ou des choses de ce genre qui nous indiqueront ce qui est arrivé et par quoi ce vêtement est passé. La prochaine question était de savoir si la tache était une tache de sang ou non. Pour le déterminer, Skiro entreprit une série d'analyses chimiques destinées à confirmer ou infirmer la présence de sang. On mouilla un applicateur de ouate avec de l'eau distillée. Le sang se dissout dans l'eau et brunit le bout de l'applicateur. On ajouta ensuite un agent réactif appelé phénotaline. S'il y avait du sang, la pointe deviendrait verte. On déposa ensuite une goutte de peroxyde d'hydrogène qui, s'il y avait trace de sang, produirait un rose soutenu. Finalement, Skiro ajouta un dernier produit chimique pour confirmer son analyse et il chercha les traces de cristaux rouges d'hémochromogène, substance complexe qui ne se forme que lorsqu'il y a présence de sang. Voici la dernière étape qui prouve qu'il s'agit bien de sang. Ce test ne détermine pas si le sang est humain. Il ne fait que confirmer la présence de sang. Pour Skiro, ce n'était que le début. Il devait maintenant entreprendre d'autres analyses plus élaborées. S'agissait-il de sang humain ou animal? Et s'il était humain, de qui provenait-il? Il fallait trouver rapidement les réponses à mesure que l'enquête progressait. Au même moment, Pritchett retourna à la route de Smiling Acres et déclara officiellement l'endroit scène du crime. Les hommes examinèrent le sol centimètre par centimètre, recueillant tout ce qui pouvait constituer un indice. Nous avons recueilli des mégots de cigarettes, car il y a toujours la possibilité de découvrir de la salive sur un mégot. Nous avions quelques canettes de bière et une bouteille qui pouvait nous fournir la même chose. Et il y avait ce petit morceau de plastique. Je vais envoyer tous ces indices au laboratoire pour tenter d'y trouver quelque chose. Lorsqu'un enquêteur de scène du crime travaille sur la scène même, et en particulier lorsqu'il se trouve dans un endroit public, ce qu'il considérerait normalement comme des rebuts deviendra tout à coup une source d'indices. Son attention va se concentrer entièrement sur ces déchets au bord de la route et il n'y verra plus que des indices potentiels. Le fragment de plastique n'était-il qu'un détritus ou un indice? Il n'allait prendre son sens que plusieurs semaines plus tard. Le vendredi 4 mai, soit 6 jours après la disparition de Rebecca Forbes, le détective Chester Pritchett
parvint enfin à contacter le suspect, Kelly Drott. Avait-il simplement rencontré Rebecca ou en savait-il plus qu'il n'était prêt à le dire? Drott admit qu'il avait rencontré Rebecca. Elle lui avait demandé une cigarette, puis ils avaient dansé ensemble. Il déclara qu'elle avait disparu dans la foule vers 10 heures et qu'il ne l'avait plus revue ensuite. Kelly a bien manigancé. Je peux très bien l'imaginer rencontrant Rebecca à ce festival. Et comment il a profité de la situation lorsqu'elle lui a demandé une cigarette. Profiteur ou pas, la version de Kelly s'écroula dès que les enquêteurs eurent l'occasion d'examiner sa voiture. Dans le coffre, il n'y avait pas de coussin ou de tapis. Ils avaient été enlevés. Et il y avait de l'eau dans le creux au centre du pneu de secours, ce qui suggérait qu'il avait lavé le coffre. Il y avait aussi beaucoup de petites gouttelettes qui ressemblaient à du sang sur les charnières et sous les phares arrière. Il a déclaré que c'était le sang d'un chevreuil qu'il avait heurté et mis dans son coffre. Mais c'était insensé. Pritchett ordonna immédiatement la saisie de la voiture afin qu'elle soit analysée plus à fond par George Skiro et Pat Lane du laboratoire judiciaire. Je cherche dans les recoins. Par exemple, si quelqu'un a essayé de nettoyer des taches de sang, ça va couler derrière les coussins ou dans les fibres du tissu. J'examine toujours les recoins. Lors de son analyse, il devint évident pour Skiro qu'un chevreuil n'avait pas pu laisser de sang à l'intérieur des montants de porte et sur l'interrupteur des phares. Ça m'indiquait que cela s'était produit la nuit et ça me fournissait un espace-temps. Ça ne pouvait pas s'être produit de jour, puisque le sang avait taché l'interrupteur au moment où la personne avait allumé ses phares. Le temps commençait à presser. Skiro devait maintenant déterminer si le sang de la chemisette et celui de la voiture de Kelly Drott provenaient bien de la même source. Les deux échantillons subirent les mêmes analyses. Il fallait d'abord déterminer s'il s'agissait du sang d'un chevreuil ou de sang humain. L'analyse en question consiste en un croisement par électrophorèse et est basée sur la propriété qu'ont les anticorps, substances chimiques générées par le système immunitaire, de reconnaître des marques de sang. Skiro commença par préparer une matrice gélatineuse dans laquelle il perça une série de trous. Nous plaçons l'échantillon de sang inconnu dans un trou. Nous ajoutons le sérum anti-humain dans l'autre trou et appliquons un courant électrique. Les deux substances vont alors migrer l'une vers l'autre. S'il n'y a pas de réaction, si le sang n'est pas humain, les deux substances vont se croiser sans réagir. Mais si le sang est humain, il réagira avec le sérum anti-humain en formant une ligne visible. Une fois que nous avons déterminé que le sang de la chemisette et du coffre de la voiture étaient tous deux humains, il nous fallait en déterminer le type. Lors de l'analyse, nous avons découvert que les deux échantillons étaient de type O. Skiro était quelque peu déçu par ce résultat. Le sang de type O est le plus commun, et la victime et le suspect possédaient tous deux ce même type de sang. Ça ne nous a pas vraiment donné d'informations. L'étape suivante consistait à effectuer une analyse d'ADN et à comparer le profil génétique des deux échantillons. Cette analyse exigerait encore plusieurs semaines, mais l'enquête allait prendre un tournant décisif bien avant. Le dimanche 19 mai, soit 3 semaines après la disparition de Rebecca Forbes, 2 chasseurs qui marchaient le long de la rivière Tangipahoa découvrirent un corps dans un état de décomposition avancée. S'agissait-il de Rebecca? Lorsque Chester Pritchett et son équipe arrivèrent sur les lieux, ils étaient hantés par une seule idée. Ils avaient découvert des grains de sable dans la voiture de Kelly Drott et ne savaient pas si cela signifiait quelque chose. Ce sable avait été identifié comme étant du sable de rivière.
Cette affaire a commencé mystérieusement. Nous avons d'abord découvert le vêtement maculé de sang. Ensuite, nous avons examiné la voiture avec le sang, qui devait être du sang de chevreuil, mais nous avons fait la preuve que c'était du sang humain. La dernière chose dont nous avions besoin pour élucider cette affaire était de découvrir le corps qui pourrait relier les différents indices. L'élément le plus important dans la résolution du cas de Rebecca Forbes fut sans doute l'apport du laboratoire Gene Screen, le laboratoire le plus à la fine pointe aux États-Unis. Le laboratoire judiciaire d'État avait déjà identifié le type sanguin de Rebecca Forbes et celui de Kelly Drott. Il était maintenant du ressort de Gene Screen de préciser les analyses. Chacune de nos cellules est marquée de notre code génétique. L'expertise de Gene Screen consiste à décoder les empreintes d'ADN à partir de tissus humains. Le sang découvert dans le véhicule de Kelly Drott et sur la chemisette avait déjà été envoyé au laboratoire, où l'on envoyait également le corps de Rebecca Forbes. Voici le directeur de Gene Screen, Bob Giles. Les bactéries et les moisissures rongent les cellules, et l'ADN finira par ne pas être d'assez bonne qualité pour être analysé. Nous avons effectué nos analyses à partir d'un autre spécimen. L'échantillon de sang dont nous disposions contenait une très petite quantité d'ADN, mais il était d'assez bonne qualité pour être analysé. L'analyse de l'ADN est un procédé complexe. On doit d'abord l'extraire des cellules pour ensuite le séparer en fragments de différentes tailles grâce à l'ajout de produits chimiques. Les fragments sont ensuite triés. Les molécules les plus grosses restent au bas et les plus petites remontent sur la feuille. L'échantillon est alors chargé de radioactivité. Le résultat obtenu est une empreinte génétique, un dessin unique à chaque individu. L'ADN est un outil judiciaire très utile pour distinguer les individus. Dans ce cas particulier, il a été essentiel parce qu'il impliquait des indices circonstanciels. Sans l'analyse de l'ADN, les enquêteurs n'auraient jamais pu relier le sang de la victime à la voiture du suspect. Les résultats obtenus ne pouvaient pas être plus clairs, comme nous l'explique Judy Floyd, analyste chez Gene Screen. Ce que l'ADN nous a révélé, c'est que le sang qui se trouvait sur le vêtement était bien celui de Rebecca Forbes, et nous pouvons l'affirmer avec certitude. Le sang de la voiture de Drott était également celui de Rebecca Forbes, la victime. Ce que l'ADN ne nous a pas révélé, c'est ce qui est arrivé cette nuit-là, le déroulement des événements de cette attaque brutale. Un dernier élément de preuve vint consolider l'accusation de Kelly Drott. Le petit fragment de plastique recueilli près de la chemisette maculée de sang de Smiling Acres. Il s'agissait d'un fragment de plastique provenant d'une montre. Rebecca Forbes portait une montre-bracelet quand on découvrit son corps près de la rivière. Le fragment provenait-il de cette montre? Le fragment de plastique et les autres débris qui étaient là, nous ne savions vraiment pas ce qu'ils représentaient. Mais lorsque j'ai vu cette montre, le morceau de plastique découvert sur la scène de la chemisette a pris un tout nouveau sens. Si nous prouvons que ce morceau de plastique fait bien partie de cette montre, nous aurons le lien dont nous avons besoin entre le corps de la victime et le vêtement. Le fragment de plastique semblait bien provenir de la montre de Rebecca. Il s'y emboîtait parfaitement, mais Lane devait tout de même en faire la preuve. Le long du rebord de plastique, il remarqua une série de petites ébréchures où des petits fragments étaient restés accrochés après avoir été cassés. Lane moula la face intérieure du rebord dans l'espoir de découvrir si ces irrégularités correspondaient bien à celles du fragment de plastique. La pièce que nous observons en ce moment est le micromoulage de la surface de la montre. Plus précisément du rebord où le plastique était inséré sur la surface de la montre. Maintenant, Lane pouvait effectuer une comparaison détaillée des ébréchures le long du rebord de plastique et des fragments qui étaient restés à l'intérieur du contour de la montre.
Le morceau de plastique s'emboîtait parfaitement avec les petits morceaux du contour de la montre. Nous avons finalement démontré la correspondance avec le morceau de plastique. Après la découverte du corps, ce dernier est devenu un facteur essentiel pour prouver que la personne disparue avait bel et bien été assassinée. L'identification du corps comme étant la victime a été très importante. Puis bien sûr, la correspondance que nous avons démontrée entre la montre et le fragment de plastique découvert au même endroit que la chemisette. Tous ces éléments mis ensemble ont permis de construire une accusation très solide. Ce dernier élément mis en place, les enquêteurs parvinrent à reconstituer ce qui était arrivé cette nuit-là pendant le festival italien. Rebecca avait rencontré Kelly et dansé avec lui. Vers minuit, il l'avait emmené se promener en voiture. Il s'était arrêté sur le chemin de Smiling Acres où ils s'étaient disputés. Dans un accès de rage, Kelly Drott avait tué Rebecca Forbes. De toute évidence, la victime est morte et ne peut pas parler. Et même si le suspect parle, nous ne savons pas s'il dit la vérité ou non. Les preuves physiques, elles, ne mentent pas. Elles ont le potentiel de nous dire à quel moment un événement s'est produit. Elles ne nous donnent pas nécessairement la séquence complète des événements, mais elles nous permettent au moins de connaître le moment précis où l'événement s'est produit. Il nous reste ensuite à comparer cette information aux déclarations du suspect. Le 23 mai, 4 jours seulement après la découverte du corps de Rebecca, on procéda à l'arrestation de Kelly Drott. Il fut accusé d'homicide involontaire et condamné à 21 ans de prison. Kelly faisait partie de l'équipe de construction d'une usine locale de transformation de poulets. Il a eu un différend avec un de ses coéquipiers avec qui il se rendait au travail. Et il lui a dit quelques jours auparavant que s'il ne faisait pas attention à ce qu'il disait, il se retrouverait dans la rivière comme cette fille qu'il y avait jetée. 4 semaines seulement avaient été nécessaires pour faire inculper Kelly Drott. Mais certains cas sont bien plus complexes, surtout lorsqu'il est difficile d'identifier la victime. « 22 mars 1988, au cœur d'une forêt au sud de St. Louis, commença l'enquête du cas le plus mystérieux jamais rencontré par la patrouille de l'État du Missouri. L'enquête portait sur des fragments d'ossements humains. S'agissait-il d'une sépulture ancienne ou des os d'une victime d'un meurtre récent? Les technologies de pointe de la criminalistique seraient requises pour élucider ce mystère. Les sergents Don Biselli, William Conway et D.W. Kreitz furent dépêchés sur la scène. J'ai reçu un coup de fil de la part du garde forestier d'un camp scout qui m'a avisé qu'il avait découvert des ossements. Je me suis rendu à ce camp et il m'a conduit à l'emplacement de la tombe. Cette histoire remontait à 4 mois, à l'époque où Remo Pitkänen, arpenteur géomètre de Finlande et ancien scout, avait été mandaté pour dresser la carte du ranch des scouts de SF. Il avait fait cette horrible découverte le 2 novembre 1987. Par crainte d'être impliqué dans cette affaire, Pitkänen n'en avait soufflé mot à personne avant son retour en Finlande. Interpol a demandé aux autorités finlandaises de contacter ce monsieur de Helsinki et l'a fait interroger en finlandais. Nous avons ensuite fait traduire les transcriptions. Pendant près d'une semaine, Conway et Biselli fouillèrent le site avec soin. Les indices étaient rares. Un crâne et le maxillaire inférieur, quelques mèches de cheveux noirs, quelques os épars dont certains étaient situés plusieurs mètres plus loin. Certains portaient des marques de dents. Ils avaient probablement été rongés par des animaux. C'est une tombe peu profonde. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'ossements. Nous avons découvert quelques os plus loin, dans le périmètre, qui font sans doute partie de ce que nous avons ici.
Il va falloir analyser tout ça. Nous n'avons pas grand-chose pour le moment. Plus l'enquête se poursuivait, plus on découvrait des indices, notamment un sac à provisions en plastique. Nous avons d'abord pensé que nous étions dans un cimetière indien, mais quand nous avons commencé l'excavation de la tombe et découvert un sac à provisions fabriqué entre 1979 et 1985, cela nous a réellement aidés. Un autre indice allait bientôt jouer un rôle important dans la découverte de l'identité de la victime. Il s'agissait d'un bouton de métal sur lequel était gravé le logo Texwood. Les semaines suivantes furent décevantes pour Conway et ses collègues. L'enquête préliminaire révéla que les ossements provenaient d'une femme âgée entre 25 et 30 ans, mère d'au moins 2 enfants. Quelqu'un devait avoir signalé sa disparition. La victime a été identifiée comme étant caucasienne. Alors nous avons commencé notre recherche en fouillant dans les rapports de disparition de caucasiennes. Beaucoup d'entre elles avaient à peu près le même âge et étaient de la même taille. L'identification de cette victime paraissait facile, compte tenu que sa dentition était en excellent état. Le crâne et les dents qui restaient n'indiquaient ni carie ni obturation, ce qui est très rare dans notre société. Nous avons ainsi pu éliminer plusieurs rapports de personnes disparues. Les enquêteurs eurent bientôt éliminé toutes les femmes disparues du Missouri et de 6 États voisins. Personne n'avait rapporté la disparition de cette jeune femme dont les ossements avaient été découverts dans la forêt. Les enquêteurs décidèrent de tenter une nouvelle approche. Ils contactèrent l'anthropologue légiste Michael Charney de l'Université d'État du Colorado, reconnu pour son talent à identifier des individus à partir de fragments de squelettes. Ses connaissances extraordinaires lui permettent de découvrir l'âge, le sexe, la race et même de reconstituer l'apparence physique d'une personne disparue. J'ai dit « Attendez une minute ». La première chose qui m'a frappé, c'est que ce n'était pas une femme blanche. C'était une orientale, quelqu'un de souche mongoloïde, amérindienne, chinoise, japonaise, inuit ou quelque chose de ce genre. Charney avait tout de suite vu ce qui avait échappé aux enquêteurs de la police. Les personnes de race blanche ou noire ont des visages relativement étroits et longs, alors que les peuples de Mongolie et d'Asie du Nord-Est ont des visages beaucoup plus larges. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient leurs recherches à partir des autres indices découverts dans la tombe. Leur attention était principalement axée sur ce bouton et son étrange logo. Nous avons pensé que ce bouton serait facile à identifier à cause du mot Texwood qui était inscrit. Nous avons téléphoné au Texas dans l'espoir que quelqu'un là-bas saurait quelque chose. Nous avons trouvé toutes sortes de manufacturiers du nom de Tex ou Texwood au Texas, mais ça s'arrêtait là. Finalement, nous avons contacté les douanes américaines et quelques heures plus tard, un agent de New York nous a rappelés et nous a mis en contact avec un représentant de Texwood. Ils étaient manufacturiers de blue jeans à Hong Kong. On les surnommait les Levi's de l'Orient. Texwood distribuait ses jeans exclusivement en Extrême-Orient. Ce sont des jeans plus étroits et coupés spécialement pour la silhouette asiatique. Le portrait de la victime commençait à prendre forme. Et plus important encore, il correspondait à ce que Michael Charney avait découvert, une femme mince, asiatique, entre 25 et 30 ans, mère d'au moins 2 enfants. L'origine asiatique de la victime diminuait de beaucoup le champ de recherche. Mais qui donc était-elle? Une des pistes que la police suivait impliquait une personne disparue dans l'État de Géorgie, une asiatique. Les enquêteurs obtinrent une photo de la femme et l'envoyèrent à Charney. L'approche de Michael Charney était simple en théorie, mais plus compliquée à mettre en pratique.
Il photographia le crâne et le superposa au visage de la femme. La correspondance devait être parfaite. Charney et sa collègue Nita Bittner parviendraient-ils à associer les photos de la police au crâne découvert dans la forêt du camp scout? L'État de Géorgie nous a envoyé la photo d'une Philippine que nous avons tenté de superposer. Nous avons d'abord essayé de faire correspondre les yeux, c'est un bon point de départ, puis de placer le nez. Si les yeux et le nez sont en place, le reste devrait correspondre, le menton et le reste. On aurait dit que ça pouvait fonctionner, mais cela n'a pas été le cas. Ce n'est pas parfait, comme vous le voyez. Dans ce cas-ci, lorsque nous avons placé les yeux et le nez, cela ne fonctionnait pas. C'était trop large. Les pommettes étaient trop éloignées l'une de l'autre, les dents ne correspondaient pas et le menton n'était pas à la bonne place. Après avoir essayé de corriger la taille et les autres distorsions, nous n'étions pas encore capables de les faire correspondre. Nous avons obtenu les photos de l'État de Géorgie. Nous les avons envoyées au docteur Charney. Il les a superposées et nous a téléphoné pour nous dire que ce n'était pas elle. Jusqu'à présent, toutes les tentatives d'identification de la victime avaient échoué. Charney leur fit une suggestion. Pourquoi ne pas tenter de recréer le visage de la femme? La reconstitution d'un visage à partir d'un crâne est une des techniques les plus spécialisées et spectaculaires de l'arsenal de l'anthropologie judiciaire. Elle requiert avant tout une grande précision mathématique, respectée grâce à une série de chevilles de caoutchouc qui sont fixées au moulage du crâne. Ces chevilles indiquent l'épaisseur de la chair à certains points stratégiques du visage. Elles sont ensuite reliées par des languettes de pâte à modeler. Peu à peu, l'aspect humain apparaît. On place des yeux de plastique dans les orbites, ce qui redonne littéralement vie au crâne. Un modelage soigneux et l'utilisation d'une éponge humide permettront de donner une texture à la peau. L'utilisation de peinture et d'une perruque noire complète la transformation. Pour la première fois, nous avons un aperçu du visage de la victime. Lorsque nous effectuons une reconstitution faciale, il n'est pas essentiel qu'elle soit fidèle, mais seulement qu'elle donne une idée de ce que la personne avait l'air. Peut-être quelqu'un pourra-t-il la reconnaître. Nous ne faisons généralement une reconstitution de la figure qu'en dernier ressort. Quelqu'un pouvait-il maintenant reconnaître le visage reconstitué par l'équipe de Michael Charney? Le 24 août, on fit publier la photo du visage dans le St. Louis Post-Dispatch. 3 jours plus tard, 2 personnes appelaient pour déclarer que la photo ressemblait à une amie du nom de Banshee Nyhouse. Cette femme, mère de 2 enfants, était originaire de Thaïlande. Il ne l'avait pas vue depuis la fin de 1983. Banshee était l'épouse de Richard Nyhouse, ancien GI, dont elle avait fait la connaissance à Bangkok pendant la guerre du Vietnam. Nous avons rencontré M. Nyhouse, qui semblait vraiment être un citoyen intègre. Il avait une belle maison, bien entretenue, vous savez, un honnête citoyen dans un quartier aisé. Il était bien rémunéré et travaillait à temps plein. Il élevait ses 2 fils qui allaient à l'église et étaient de bons élèves. Nyhouse justifia l'absence de sa femme en déclarant qu'après une série de disputes en décembre 1983, elle lui avait dit qu'elle le quittait, lui et leurs 2 fils, et retournait vivre à Bangkok. Les enquêteurs doutaient de la véracité de cette histoire. Il ne leur restait plus qu'à éliminer ou à confirmer l'hypothèse que la victime de la forêt était bien Banshee Nyhouse. Il a été très coopératif. Il nous a même donné des photos de famille afin de nous aider dans notre enquête. Les photographies n'étaient pas idéales, mais Michael Charney fit son possible. Elle fait des grimaces dans la voiture et tire la langue. On m'a envoyé cette photo. Nous avons pris environ 24 clichés de son crâne en le plaçant sous différents angles pour pouvoir l'aligner
avec la photo. Les mêmes deux faces du visage que nous avons ici. Comme la photo avait été prise d'un certain angle, il fallait avoir exactement le même, comme vous le voyez. Malgré les difficultés de positionnement du visage sur le crâne, Michael Charney fut bientôt convaincu qu'il s'agissait bien de Bunchi. Nous avons d'abord appris que Charney avait réussi la superposition de la photo de Bunchi Naihaus et du crâne que nous avions découvert. À partir de ce moment, l'enquête a pris une toute autre tournure. Nous savions maintenant qui était notre victime et nous avions un suspect en la personne de M. Naihaus. Les enquêteurs découvrirent rapidement une série de faits incriminants. Richard Naihaus et sa femme avaient fréquemment de violentes disputes. Il avait pris plusieurs jours de congé en décembre 1983, au moment où sa femme avait disparu. Peu après, il avait divorcé et retiré le nom de Bunchi comme bénéficiaire de son assurance vie. La police fit également une autre découverte. Nous avons appris qu'il était chef scout, ce qui le reliait directement au camp où nous avions découvert les ossements. Il avait été très actif dans le mouvement scout avec ses enfants depuis plusieurs années. Richard Naihaus était devenu le suspect numéro 1. Les enquêteurs décidèrent de le convoquer pour l'interroger à nouveau. Ils choisirent le moment avec soin. Naihaus était parti camper au ranch de SF, pas très loin du lieu où le corps de sa femme avait été enterré. Les agents informèrent Naihaus que les ossements découverts avaient été identifiés comme étant ceux de sa femme. Nous l'avons confronté avec toute l'information obtenue jusqu'alors. Il a fini par admettre que sa femme et lui s'étaient disputés tout le week-end et qu'ils avaient fini par en venir au coup le dimanche soir. Naihaus avoua qu'il avait poussé sa femme qui était tombée sur la tête. Lorsqu'elle l'avait menacé d'appeler la police, de le quitter et d'emmener les enfants avec elle, il s'était penché, avait placé sa main sur sa bouche et son nez et l'avait retenue ainsi jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Il avait ensuite caché son corps dans un congélateur. La raison pour laquelle nous ne savions pas de qui il s'agissait, c'est qu'il n'a jamais signalé sa disparition. Il avait raconté qu'il était allé la conduire à l'aéroport et qu'elle était repartie pour la Thaïlande. En fait, il l'avait assassinée, placée dans le congélateur pendant 3 mois, puis il l'avait emmenée au ranch scout où il l'avait enterrée. Le fait qu'il n'ait pas signalé sa disparition nous a rendu la tâche plus difficile. Nous enquêtons sur ces événements et sur ces gens qui ont disparu en nous basant sur le fait que quelqu'un veut les retrouver, que les personnes qui les aiment vont signaler leur disparition et tenter de les retrouver. Dans ce cas-ci, c'est Naihaus qui aurait dû signaler sa disparition, mais il ne voulait pas faire ça. Richard Naihaus fut accusé de meurtre au 1er degré. Il purge une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors du procès, la sculpture créée par Michael Charney trônait dans la salle d'audience. Grâce à cette sculpture, justice avait pu être faite. Les techniques qui permettent de faire arrêter les meurtriers peuvent également résoudre des cas d'enlèvement d'enfants. Au printemps 1992, 4 ans après que Heidi Hodges ait divorcé de Neil Holmgren, la Cour ordonna que leurs enfants, Hans, 9 ans, Heather, 7 ans et Laurel, 5 ans, passent l'été chez leur père en Indiana. Depuis la séparation du couple, c'était la première fois qu'ils passaient un moment avec leur père. Bien que les enfants se faisaient une joie de revoir leur père, Heidi avait des appréhensions. J'avais très peur parce que j'ignorais ce qui allait arriver. Mon intuition me disait que ce n'était pas une situation normale et que quelque chose de négatif pouvait se produire. Le cauchemar de Heidi Hodges commença le 18 juillet 1992 lorsqu'elle apprit que ses enfants avaient été enlevés.
J'ai essayé de rester calme, même si je ne l'étais pas. J'avais le pressentiment que quelque chose de terrible était en train de se produire, mais je ne pouvais rien faire. J'avais seulement très peur. Ces enfants disparurent sans laisser de traces. 2 années entières, et l'apport d'une technologie de pointe serait requise pour que cette femme puisse les revoir. J'ai reçu un appel des enfants le 27. Ils semblaient avoir très peur. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu les photos de leurs vacances que je leur avais envoyées, mais qu'ils les avaient cachées parce que leur père se comportait bizarrement. Puis, ce fut le silence. Incapable de contacter son ex-mari, Heidi fut bientôt convaincue qu'il ferait tout pour l'empêcher de revoir ses enfants. Pendant les 2 années qui suivirent, Heidi consacra toute son énergie à retrouver sa famille. Près d'1 million de personnes sont portées disparues chaque année. 90% d'entre elles sont des enfants. De nombreux cas aboutissent ici, à Arlington, en Virginie, au siège social du Centre national des enfants disparus et exploités. Mandaté par le Congrès américain en 1984 pour retrouver les enfants disparus, cet organisme a le pouvoir d'obtenir des informations auprès du ministère de la Justice. Voici le président de cet organisme, Ernest Allen. En 1996, il y a eu environ 850 000 cas de disparition d'enfants, assez graves pour que les parents alertent la police, qui a alors répondu et rédigé un rapport, puis l'a transmis au FBI, qui l'a inclus dans ses données nationales. Depuis sa création, le centre a reçu 1 million d'appels sur sa ligne ouverte 24 heures sur 24, a collaboré avec différents services de police à 50 000 cas et ainsi contribué à retrouver 33 000 enfants. Environ 2300 enfants sont portés disparus chaque jour aux États-Unis. Cela exclut les cas qui impliquent des enfants qui sont rentrés très tard chez eux. Il s'agit des cas les plus sérieux. Persuader les forces policières que la disparition d'un enfant est sérieuse n'est pas toujours facile, même si cela devrait être le contraire. Nous devons nous battre contre l'attitude générale qui est que ces enfants sont avec leur père, qu'il ne s'agit pas d'un vrai cas criminel. Bien souvent, les services de police ne font pas les démarches qu'ils feraient s'ils croyaient que les enfants couraient vraiment un danger. Ce ne sont pas des actes d'amour. Nous avons fait des recherches qui démontrent que dans 80% des cas, l'enlèvement de l'enfant est motivé par la haine et la vengeance. Le ravisseur traumatise l'enfant et nous devons réagir très rapidement. Le centre combine les nouvelles technologies et le travail traditionnel d'enquête. Ici, on peut accéder à des bases de données informatisées, dont celle du FBI. On coopère également avec les services de police locaux pour retracer les enfants disparus. Il est aussi très important d'analyser les comportements du ravisseur. Kathy Noherney était l'une des agentes assignées au cas de Heidi Hodges. Le ravisseur est débrouillard. C'est un homme de plein air. Il sait comment manipuler une arme. Il n'est pas du genre à rester au même endroit bien longtemps. Il peut fort bien changer de nom. Les enquêteurs découvrirent plus tard que pendant près de 2 ans, Neil Holmgren et ses enfants avaient vécu une vie de fugitifs et passaient d'un terrain de camping à l'autre après quelques semaines. Le comportement de Neil correspondait à ce qu'avait pressenti Heidi Hodges. Je savais qu'il avait un véhicule récréatif et qu'il voyagerait. J'ai alors acheté des répertoires de terrains de camping et des listes d'envoi de tous les parcs récréatifs du pays. Et j'ai envoyé des affiches à tous ces endroits. L'entrée en jeu du centre permit de mettre sur pied une campagne de publicité mieux organisée. Son outil le plus efficace s'appelle Advo, une compagnie située à Hartford, au Connecticut,
spécialisée en envois postaux. Chaque année, cette compagnie distribue des millions de photos d'enfants disparus imprimées sur des cartes postales. Voici le représentant d'Advo, Vince Giuliano. Le monde bouge à un tel rythme. Comment pouvons-nous faire passer les messages? Un des atouts d'Advo est le nombre de maisons touchées, 74 millions. Donc, plus de 150 millions d'Américains qui tiendront cette carte dans leurs mains et peuvent reconnaître un enfant. Mais si ces statistiques extraordinaires indiquent que la moitié du peuple américain peut voir ces cartes, cela entraîne cependant certains désavantages. Le 20 juin 1994, Advo distribua des cartes avec la photo de Hans Holmgren, mais sans succès. Kathy Noherney en découvrit la raison par la suite. Eh bien, le ravisseur reçoit du courrier lui aussi. Il ou elle pourra voir la carte et se dire que c'est le temps de partir, qu'il doit reprendre la route. Dans ce cas-ci, il était clair que le ravisseur avait reçu l'envoi d'Advo avec la photo de l'un de ses enfants. Nous avons appris d'un de ses voisins, après que les enfants aient été retrouvés, qu'on l'avait vu se promener dans le quartier et ouvrir les boîtes aux lettres pour y enlever les cartes d'Advo. Malgré cela, les cartes avaient peut-être produit un certain effet. Elles rappelaient au ravisseur que chacun de ses gestes était surveillé. Plus nous pouvons déranger la vie du ravisseur, mieux c'est. Nous tentons de le rendre inconfortable, de le faire bouger, de l'obliger à s'ajuster, ce qui nous donnera plus de chances de l'arrêter. Les semaines devinrent des mois, puis des années. Et Heidi continuait à marquer chaque anniversaire et fête de Noël par des cartes de souhait et des présents. En même temps, elle s'inquiétait de voir diminuer ses chances que quelqu'un reconnaisse un jour ses enfants. Les jeunes enfants grandissent si vite que leur apparence change souvent de façon radicale. Au Centre pour enfants de Virginie, l'ancien agent du FBI Glenn Miller apporta son secours à Heidi. Mi-détective, mi-crack de l'informatique, mi-artiste, Miller est expert en vieillissement. Il transforme de vieilles photos d'enfants et leur donne une apparence actuelle. Lorsqu'on fait un vieillissement, c'est très important de conserver la qualité photographique de l'image. Toutes les caractéristiques de l'enfant doivent être reportées dans la nouvelle image. Nous voulons être le plus près possible de ce que l'enfant a l'air aujourd'hui. Miller utilise des logiciels qui lui permettent de modifier la forme du visage d'un enfant de façon cohérente. Voici Heather Holmgren à l'âge de 7 ans. Miller savait qu'aujourd'hui son visage serait plus long et que son front serait plus petit. Voici ce que j'ai fait. J'ai placé un quadrillage sur cette image, identifié certaines parties du visage qui devaient être étirées, notamment les 2/3 du bas. En utilisant le quadrillage, j'ai étiré le visage vers le bas pour refléter la croissance normale. Miller fusionna ensuite la photo d'enfance d'un des parents à celle de l'enfant disparu. Ensuite, je dois vieillir les yeux, le gauche, le droit, et étirer. C'est la partie artistique. Je dois également vieillir le nez, cette partie, le pont entre les yeux. Les dents changent elles aussi. Nous allons donc effectuer des changements dans cette région. La dernière étape est la plus difficile. Il s'agit de la chevelure. Les petites filles ont parfois des coiffures inattendues. Nous nous basons surtout sur des photos de référence. Nous disposons d'environ 3000 photos d'individus de l'âge préscolaire à l'âge adulte. Nous choisissons selon notre jugement. Et nous ne savons pas quelle sera sa coiffure, mais nous devons en choisir une. Grâce au savoir-faire de Miller, Heather était maintenant âgée de 10 ans. Comme vous pouvez le voir, toute son identité se trouve dans son regard.
On doit préserver ces détails, comme les lignes dans son sourire, la forme de sa bouche, les lèvres et la forme du visage. Le 27 juin 1994, soit 2 ans après le dernier contact entre Heather et sa mère, Advo distribua 53 millions de cartes portant le nouveau portrait de Heather Holmgren. Pour Heidi, c'était un moment d'espoir, mais aussi de doute. Le premier envoi avec Hans avait échoué. Aurait-il plus de chance cette fois-ci? La réponse ne se fit pas trop attendre. Indianapolis, en Indiana. La plupart du temps, lorsque la voisine de Neil Holmgren recevait une carte d'Advo, elle la jetait à la poubelle avec le reste des dépliants publicitaires. Mais ce jour-là, une photo attira son attention. Cela ressemblait à l'un des 3 enfants qui venaient d'emménager de l'autre côté de la rue. Elle contacta le Centre national en s'excusant presque de peur de faire une erreur. En moins d'1 heure, des agents de police arrivaient sur les lieux. Si on nous met sur une piste qui semble actuelle, du genre « je sais où cet homme se trouve, je sais où se trouvent les enfants », on ne peut pas se permettre de prendre 1 jour ou 2 avant de réagir. Dans ces cas-là, nous opérons comme le service du 911. Heidi Hodges se rappelle très clairement le moment où elle a pris la nouvelle. C'est son nouveau mari, Jeremy, qui la lui annonça. Je participais en fait à l'enregistrement d'une émission de télévision à Seattle au sujet de mes enfants. Nous attendions d'entrer en ondes lorsque j'ai reçu un appel de mon mari qui disait que le FBI venait de nous appeler. Il m'a dit « Devine quoi ?» Et moi je lui ai répondu « Je ne te crois pas, je ne te crois pas. » Après 2 années, Heidi Hodges retrouvait enfin ses enfants. Leur père, Neil Holmgren, ne fut emprisonné qu'1 semaine, mais il fut mis en probation pour une période de 5 ans pour l'enlèvement de ses enfants. Pour Glenn Miller, la recherche d'enfants disparus ne cesse jamais. Dans son bureau, il a affiché une photo troublante découverte à Port St. Joe, en Floride, qui leur a été envoyée par une dame pendant l'été 1989. Cette photo a été découverte dans le parking d'un grand centre commercial. Il y avait une camionnette blanche garée à côté de sa voiture. Elle est entrée dans le centre et lorsqu'elle en est sortie, la camionnette était partie. En montant dans sa voiture, elle a regardé par terre et a découvert cette photo suspecte sur le sol. Elle l'a regardée et compris qu'elle devait prévenir la police et les autorités locales. Nous la conservons dans notre bureau parce qu'elle nous rappelle que nous vivons dans un monde dangereux. Ce cas, comme bien d'autres, n'a pas encore été résolu. Les enquêteurs croient que la jeune fille est Tara Calico de Belen, au Nouveau-Mexique, portée disparue depuis le 20 septembre 1988. L'identité du garçon n'a jamais été confirmée. La police continue à chercher de nouveaux indices. Pour Heidi Hodges, le retour de ses enfants a marqué la fin d'un voyage entre l'espoir et le désespoir. Avec son nouveau mari, elle profite pleinement de chaque jour qu'elle passe en compagnie de ses enfants. Pour d'autres, les sciences modernes fournissent au moins la satisfaction de savoir que le meurtrier de leurs amis ou parents a été arrêté et que justice a pu être faite.